Isolé aux confins de l'Europe, offert au vent de l'Atlantique, c'est tout naturellement vers le large que s'est tourné le Portugal pour écrire son histoire et forger son destin. Avec les richesses rapportées de ses colonies d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique, le pays se transforme, se couvre d'églises et de palais. Le centre historique de Porto, la capitale du Nord, témoigne de cet âge d'or colonial. Dans l'ombre de ce royaume ouvert sur le monde, existe un autre Portugal, enraciné depuis toujours dans les terres de l'intérieur. Remontant le cours du Douro, nous allons jour après jour pénétrer profondément au cœur de ce pays. Se faufilant dans les gorges profondes et protectrices taillées par le fleuve, nous découvrons de petits villages aux toits de tuiles rouges, accrochés à des collines couvertes de vignes. C'est là, dans ce décor romantique, que prend naissance un vin célèbre, le Porto. De l'océan où il se jette jusqu'au petit village de l'intérieur qu'il traverse, nous allons parcourir le Portugal au fil de l'or du Douro. Ignorée, longtemps moquée par les Lisboètes, la ville de Porto, qui se déploie en amphithéâtre sur les rives du Douro, occupe une place importante dans l'histoire du Portugal. Durant des siècles, on a considéré que le Portugal, c'était Lisbonne. Et le reste du pays n'était perçu que comme un simple paysage. Porto a toujours été une ville avec une personnalité très forte, et c'est pourquoi ses habitants n'ont jamais accepté d'être considérés comme des Portugais de second rang. Porto n'a jamais été véritablement une grande métropole, mais de fait, et c'est encore vrai aujourd'hui, c'était une ville stratégique pour le commerce et pour le transport d'un grand nombre de marchandises. Tout au long du Moyen-Âge, la ville a confirmé son caractère portuaire et au travers de cela a maintenu son nom de Porto, c'est-à-dire le port. C'est de Porto, sa ville natale, que l'infant Henrique, plus connu sous le nom d'Henri le Navigateur, décide en 1415 de faire partir une flotte à la conquête de Ceuta au Maroc, engageant pour des siècles le Portugal et Porto dans l'aventure maritime et coloniale. Dans les chantiers navals de Porto seront construits les vaisseaux chargés de rapporter à Lisbonne le bois du Brésil, les épices des Moluques, et plus tard de transporter les tonneaux de vin vers l'Angleterre. À partir du XVe siècle, les commerçants et les armateurs fortunés embellissent leur ville qui se couvre alors d'églises et de palais. Le Palacio da Bolsa, la bourse, est l'un des derniers et des plus extravagants témoignages de ces siècles d'intense activité commerciale à Porto. Suite à la révolution industrielle, la ville connaît une profonde transformation. Cela correspond à l'arrivée des Anglais et du commerce du vin de Porto avec l'Angleterre. De même, à l'époque de la découverte des mines d'or et de diamants du Brésil, la ville médiévale, avec ses vieux édifices, se transforme en une ville baroque. Au XIXe siècle, les bâtiments de style baroque se transforment et se modernisent, comme dans toute l'Europe, avec l'apparition de l'architecture du fer. Si le pont Dona Maria Pia, construit par Eiffel en 1874, évoque la modernité,
Les azuleros qui décorent les murs de l'Estação, la gare de Porto, renvoient à la tradition. Introduits par les Arabes, les azuleros se colorent en bleu et en blanc au XVIIIe siècle sous l'influence de la porcelaine chinoise. Comme toutes les métropoles industrielles européennes, Porto connaît à partir de la seconde moitié du XXe siècle une profonde mutation. Les quais du Douro, autrefois encombrés de marchandises, se sont mués en base nautique. Les rabelos, les bateaux traditionnels qui transportaient autrefois les tonneaux de vin depuis les exploitations situées en amont sur le fleuve, ne sont là que pour rappeler un passé révolu, amarrés devant les anciens entrepôts, transformés en restaurants touristiques. La vraie vie n'a cependant pas disparu du quartier de Ribeira. Le linge sèche toujours aux fenêtres des vieilles maisons aux façades décorées d'azuleros. En fabriquant les caravelles et autres voiliers, Porto a largement contribué à la découverte et à la conquête du monde, mais elle n'en tire que peu de profit. En revanche, c'est à la suite de sa propre colonisation par les commerçants et viticulteurs anglais que la ville s'enrichit et s'embellit pour devenir, au XVIIIe siècle, la capitale du baroque portugais. Porto n'est pas une ville-musée. Son patrimoine architectural, elle ne le met pas en scène comme un témoignage de son histoire, mais comme le décor sans cesse réinventé de la vie quotidienne de ses habitants. Pour comprendre le lien existant entre la ville et ses habitants, il faut se rendre au marché Bolhão. À l'intérieur de ce bâtiment à l'allure de grands magasins parisiens, on expose comme autant de trésors des fruits, des légumes et des poissons. Du grand art. Oh Jesus, aceita então de par em par e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Não é para vender hoje. Le marché Bolhão, c'est le marché historique de notre ville. Il doit avoir au moins 100 ans. Moi, je suis là quasiment depuis que je suis née. C'est quelque chose d'important, c'est un peu un ex-libris pour notre ville. J'espère qu'ils ne le détruiront jamais parce qu'il fait partie de l'âme de notre ville. Chaque habitant de Porto qui se respecte est fier de sa cité et de son marché. Qu'est-ce que je peux dire de plus? J'aime mon marché, c'est là que je gagne ma vie. Un jour, moi, je disparaîtrai, mais je souhaite que le marché me survive très longtemps. À moins de 5 km du centre-ville, passé le dernier pont, Porto change de visage. Foz do Douro est tout à la fois un petit village de pêcheurs
une zone résidentielle pour les habitants fortunés et pour les rêveurs, une fenêtre ouverte sur l'océan et sur le monde. Au matin, nous larguons les amarres. Après avoir longé les quartiers historiques de Porto, nous passons sous le pont Eiffel qui enjambe le Douro. Durant plusieurs jours, nous allons ainsi remonter le cours du fleuve. C'est à Peço da Régua, au cœur des vignobles du Douro, que nous ferons notre première escale. À la tombée du jour, le capitaine décide d'amarrer son bateau dans un endroit calme pour passer la nuit. Au salon, les passagers échangent leurs premières impressions de voyage. Au matin, la brume vaporeuse qui flotte à la surface de l'eau nous plonge dans une atmosphère étrange et mystérieuse. Un peu plus tard dans la matinée, le soleil fait son apparition et transforme les eaux du Douro en un lac vert émeraude. Pour remonter le cours du Douro, qui prend sa source en Espagne, nous devons franchir plusieurs écluses. À l'intérieur de l'écluse, le bateau est comme dans un ascenseur aquatique. Une fois monté de plusieurs mètres, il peut reprendre sa route.
Au fur et à mesure de notre progression, le fleuve devient plus étroit et le paysage plus accidenté. Sur les collines, nous apercevons bientôt, fruit du travail acharné de l'homme depuis des siècles, les premières pentes en terrasse couvertes de vignobles. Nous arrivons au cœur de la vallée du Douro, la terre natale du vin de Porto. Un vin célèbre, dont la naissance est le fruit du hasard. Au début du XVIIIe siècle, les Anglais obtiennent que le vin français soit fortement taxé au Portugal. En échange, ils s'engagent à importer du vin portugais. Mais le voyage de Porto à Londres étant bien long, un certain John Bursley décide de fortifier le vin avec de l'eau-de-vie afin de le rendre transportable. Le vin de Porto est né. Il remplace même à partir de 1750 le vin de Bordeaux comme premier produit alcoolisé consommé en Angleterre. Peço da Régua, où nous venons d'accoster, est une ville carrefour. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, c'est d'ici que partaient les rabelos à voile chargés de tonneaux pour descendre le cours du Douro jusqu'au chai de Villanova de Gaia. Les temps ont changé. Le train et les camions ont remplacé les bateaux. Mais c'est toujours à Peço da Régua que sont centralisés les fûts de vin de Porto en provenance des quintas, c'est-à-dire des propriétés de toute la région. Comme beaucoup de petites exploitations de la région, la Quinta da Pacheca est une entreprise familiale. José le fils s'occupe de la commercialisation. Catarina, la fille, du marketing et du tourisme, car depuis quelque temps, comme d'autres quintas de la région, Da Pacheca a ouvert quelques chambres et un restaurant que dirige Teresa, la mère. Je suis très fière d'appartenir à cette famille. J'ai eu la chance tout au long de ma vie de vivre dans la région du Douro. Je suis très fière d'avoir réussi à ce que tous mes enfants, mon mari, que toute ma famille se soient engagés dans le négoce du vin. Je suis fière parce que j'ai réussi à maintenir le fruit de 3 générations. Le plus grand effort remonte en vérité à la 3e génération. C'est mon aïeul qui a fondé la marque de cette quinta. C'était il y a environ 40 ans. Nous sommes à la fin du mois de septembre. C'est le dernier jour des vendanges. Les hommes et les femmes coupent les grappes de raisin depuis maintenant 2 semaines.
Certains habitent les villages voisins, d'autres, des saisonniers, viennent de plus loin, parfois même de l'étranger. Pour eux, faire les vendanges, c'est gagner un peu d'argent. Pour Alvara, c'est avant tout une façon de célébrer son attachement à la terre du Douro. J'ai commencé à travailler dans les vignes dès l'âge de 9 ans. Et j'ai continué toute ma vie durant 30 années. Ensuite, j'ai dû émigrer parce que la vie au Portugal était devenue trop difficile. Je ne gagnais pas suffisamment pour faire vivre mon père, ma mère, ma fille, mes fils et ma femme. Durant ces 30 années, faire les vendanges dans le Douro, c'était des moments de joie et d'allégresse. Quand je bois du Porto, je pense à ce que j'ai fait, au travail que j'ai fait. Je sais que c'est du vin que j'ai fait de bonne qualité et qu'on peut boire à volonté. Il n'y a pas de problème avec ce vin parce que je sais comment il est fait. Qu'il s'agisse de Porto ou de vin de table, à partir du moment où il est bien traité, on peut le boire sans crainte, assis tranquillement sur un sofa à la maison. Comme le veut la tradition, la dernière grappe de raisin coupé marque le début de la fête. Les vendangeurs se rendent en procession vers la quinta. Ils brandissent une sorte d'étendard en bois décoré de feuilles de vigne. Ils vont offrir des fleurs aux propriétaires du vignoble et récolter en retour un peu d'argent. Pendant que la fête se poursuit, Alvara organise le foulage du raisin au pied dans de grandes cuves en pierre comme cela se faisait autrefois. Reproduisant un geste vieux de plusieurs siècles, les hommes écrasent le raisin afin de déclencher la fermentation alcoolique. Ce n'est que plus tard, dans une autre cuve, que l'on y ajoutera l'eau de vie. Il faudra alors attendre plusieurs années avant de boire le Porto, jusqu'à 20 ans pour les vintage, les crus millésimés. Le vin de Porto est un vin unique. Il est connu mondialement. Il a vraiment une saveur. C'est un vin fortifié qui a le goût de la terre du Douro. Tout porte en lui le terroir du Douro. Et cette saveur particulière, nous l'appelons terre du Douro. Avant de reprendre le cours de notre voyage sur le Douro, nous nous rendons quelques dizaines de kilomètres au nord de Régua, à Mateus. Donnant sur un jardin à la française composé de parterres et de massifs aux allures de tapisserie, nous découvrons
la Casa de Mateus, l'un des fleurons de l'architecture baroque portugaise. Avec son double escalier se reflétant dans un bassin, l'élégante façade hérissée de pinacles et de sculptures allégoriques est un parfait exemple du style rocaille. Dessiné au début du XVIIIe siècle par l'architecte italien Nasoni, le manoir est toujours la propriété des comtes de Villarreal. Notre bateau a repris sa route vers l'intérieur du pays. Nous nous dirigeons désormais vers Vega de Terón. Sur de nombreux kilomètres, nous poursuivons notre navigation entourée de vignobles. Nous progressons au milieu du fleuve dans un étroit couloir délimité de chaque côté par des bouées rouges et vertes. Nous pénétrons bientôt dans l'un des passages les plus étroits du Douro. Écluses, défilés, vignes en terrasse éclairées par les derniers rayons du soleil. Cette nouvelle journée de navigation sur le Douro a été exceptionnelle. Pour Gerald, un passager anglais, ce voyage au pays du Porto est plus qu'un simple voyage d'agrément. C'est un peu comme un pèlerinage.
Le Porto a toujours fait partie du rituel. Dans les dîners officiels, que ce soit à l'université, dans la justice, à l'armée ou dans les sociétés londoniennes. Le Porto a une signification particulière, c'est indéniable. J'ai donné par exemple une caisse de Porto à mon fils quand il a eu 21 ans, du Porto de son année de naissance. C'est une sorte de symbole de la maturité. Un jeune homme doit boire du Porto. Je pense que d'une certaine façon, le Porto est une boisson anglaise, venant d'un pays étranger. Un marin hisse un nouveau drapeau. Nous arrivons en vue de Vega de Terón, une petite ville située sur la rive espagnole du Douro. In the early days, of course, it would be good. À Vega de Terón, nous sommes à la frontière de l'Espagne et du Portugal. En amont, le Douro n'est plus navigable. Quand il arrive ici, il a déjà parcouru plus de 500 km au travers des plateaux espagnols de Castille et du Léon. Avant de prendre la direction de Salamanque, le but de cette escale, nous flânons quelques instants dans le petit village portugais de Figueira de Castelo Rodrigo. Aujourd'hui, c'est jour de marché. Accrochées au sommet d'une colline dominant la ville, se dressent les ruines du Castel Rodrigo. Repris aux musulmans à la fin du XIIe siècle, le village sera fortifié pour résister tout au long du Moyen Âge aux attaques des seigneurs castillans. Avec ses murailles et ses portes gothiques, le Castel Rodrigo représente un bel exemple de cette architecture médiévale dite de la Reconquête. Depuis les hauteurs, nous découvrons le village de Figueira et au-delà, la route qui va nous conduire à Salamanque.
Située sur les bords du Rio Tormes, Salamanque, l'une des plus belles villes d'Espagne, est surtout célèbre pour ses 2 cathédrales et son université, la plus ancienne du pays. Les 2 cathédrales ne forment plus aujourd'hui qu'un seul ensemble. De l'extérieur, il est sans doute un peu difficile de distinguer ce qui appartient à l'austérité romane de la première et à l'exubérance gothique de la seconde. Mais une fois à l'intérieur, il n'y a plus aucun doute. Cette vaste nef lumineuse, scandée de colonnes vertigineuses, appartient à la nouvelle cathédrale. Son décorum extravagant de la fin du gothique tranche avec la simplicité de l'ancien édifice construit au début du XIIe siècle dans le style roman du sud de la France. Parmi les nombreux monuments de Salamanque, l'un des plus remarquables est la Casa de las Conchas. En décorant ainsi la façade de sa maison construite à la fin du XVe siècle, son propriétaire marque son appartenance à l'ordre de Saint-Jacques. Mais ce qui fait la singularité de Salamanque, c'est avant tout son université, fondée en 1230. Cette université a commencé dans la vieille cathédrale. À un certain moment, les étudiants qui venaient de toute l'Espagne et même de l'étranger étaient devenus si nombreux que les chapelles et les dépendances de la cathédrale ne suffisaient plus. Il a fallu construire un bâtiment spécifique pour héberger l'université. À une époque où les travaux de Copernic étaient complètement condamnés par l'Inquisition et par d'autres savants, eh bien, dans cette université de Salamanque, les étudiants avaient la permission de lire et d'étudier Copernic. Christophe Colomb savait que les dominicains y étudiaient l'astronomie et l'astrologie et que Salamanque était le meilleur endroit pour trouver une aide pour son voyage transocéanique. À Salamanque, on accueillait toutes les cultures, tous les savoirs. On pouvait même s'intéresser à Satan. Le cloître qui touche l'université mérite une visite. Pas seulement pour admirer le magnifique patio Renaissance, mais parce qu'au plafond de l'ancienne bibliothèque, le peintre Fernando Gallego a réalisé une fresque d'une grande poésie devenue célèbre sous le nom d'El Cielo de Salamanca, le ciel de Salamanque. De retour à bord, nous poursuivons notre voyage sur le Douro. Désormais poussés par le courant, nous naviguons en direction de Lamego, dernière escale avant notre retour à Porto.
Entré dans l'histoire en 1143 pour avoir accueilli les Cortés, reconnaissant Dom Alfonso Henriques comme le premier roi du Portugal, Lamego est aujourd'hui une petite ville agricole, endormie sur les bords du Douro. Chaque mois de septembre, la quiétude fait place à la ferveur religieuse. Des milliers de pèlerins arrivent à Lamego et se dirigent vers la chapelle Nossa Senhora dos Remedios pour rendre hommage à la Vierge. Les fidèles empruntent alors le spectaculaire escalier baroque qui grimpe à l'église. À la fin du pèlerinage, l'escalier retrouve sa poésie avec ses azuleros écaillés et les statues envahies par la mousse. Notre voyage touche à sa fin. Après avoir quitté Lamego, nous sommes de retour à Porto. Porto est situé sur la rive droite du Douro. La rive gauche est occupée par Vila Nova de Gaia. C'est Dom Alfonso III, évêque de Porto, qui décide au milieu du XIIIe siècle d'établir ici un nouveau port afin d'organiser le péage des bateaux naviguant sur le Douro. Au fil des siècles, la ville se consacre entièrement à l'économie du Porto. Jusqu'en 1987, c'est dans les chais de Vila Nova de Gaia que les quintas de la vallée du Douro avaient l'obligation de faire vieillir leur porto durant de longues années. Nous sommes ici dans une cave où l'on fait vieillir différents vins de Porto. Les caves de Vila Nova de Gaia sont idéales pour le vieillissement du vin grâce aux conditions climatiques que l'on a ici. Nous sommes au bord du fleuve Douro et pas très loin de l'océan Atlantique. Les températures demeurent constantes dans la cave et ainsi le vin de Porto peut vieillir tranquillement.
Porto, la capitale du Nord qui a longtemps souffert de son image de ville industrielle, prend aujourd'hui sa revanche. Les voyageurs qui y viennent le plus souvent pour déguster le célèbre vin de Porto dans les chais de Vila Nova de Gaia découvrent aussi une ville culturelle aux multiples visages. Pour sentir battre le cœur de Porto, il faut se promener dans le quartier populaire de Ribeira, ou remonter les avenues qui conduisent aux églises et aux cathédrales du cœur historique. Le soleil se couche sur le Douro et donne à la ville de nouvelles couleurs. L'obscurité tombe sur la ville. Les clochers des églises s'illuminent sur les collines. C'est l'heure où la complainte du fado s'empare de la ville et gagne le cœur des habitants. Que me encha e dor.